Bienvenue sur Contes du sommeil. Ce soir, préparez-vous à être captivé par l'une des affaires criminelles les plus mystérieuses et bouleversantes de notre époque. Une histoire où l'amitié se mêle à l'ombre de la trahison et de la jalousie. Nous allons décortiquer les couches complexes d'un drame qui a fait la une en Indonésie et en Australie, révélant les sombres secrets qui se cachent derrière des vies d'apparence parfaite. Accrochez-vous jusqu'à la dernière minute, car chaque détail compte et la vérité vous réservera bien des surprises. Jessica Wongso est née en 1988 à Jakarta, en Indonésie. Cadette de 3 enfants d'Emailda et Winardi Wongso, elle grandit au sein d'une famille immensément riche de la capitale. Depuis sa plus tendre enfance, Jessica a toujours vécu dans le luxe et a été choyée à l'extrême. La famille de Jessica possédait une entreprise florissante d'importation de plastique. En réalité, il figurait parmi les plus grands distributeurs de plastique d'Indonésie, ce qui valut au père de Jessica le surnom de roi du plastique. Dans un pays comme l'Indonésie, où la majorité de la population lutte contre la pauvreté, avec un revenu moyen d'environ 4 $ par jour, Jessica faisait partie des rares privilégiés appartenant à l'élite. Elle obtenait toujours tout ce qu'elle désirait, et même bien plus. En 2005, les parents de Jessica déménagèrent à Sydney, en Australie, car c'était le principal marché commercial de leur entreprise familiale. La famille Wongso acquit une magnifique demeure dans la banlieue portuaire de Double Bay, l'un des quartiers les plus onéreux de Sydney. Un simple petit terrain là-bas pouvait valoir des millions de dollars et Jessica en acheta 2 adjacents pour s'offrir plus d'espace. Étonnamment, pour une raison qui nous échappe, Jessica ne rejoignit pas ses parents et ses frères et sœurs en Australie. Elle préféra rester à Jakarta pour terminer ses études secondaires. Pendant cette période, des dizaines de domestiques et d'employés étaient à ses petits soins. Dès son plus jeune âge, Jessica adorait les jeux vidéo et montrait un talent particulier pour le dessin. Elle pouvait passer des heures entières à esquisser. Cette passion la poussa à choisir la conception graphique comme voie professionnelle. Une fois ses études secondaires achevées en 2007, elle s'installa à Sydney avec sa famille et s'inscrivit au Billy-Blue College of Design. Bien que ses frères et sœurs fussent également en Australie, ils menaient chacun leur propre vie et Jessica les rencontrait rarement. Jessica commença sa vie étudiante et se lia rapidement d'amitié avec de nombreuses personnes. Ses camarades de l'époque la décrivaient comme une jeune femme vive, un peu folle et toujours prête à amuser la galerie. C'est également à cette période que Jessica fit la connaissance d'une autre étudiante d'origine indonésienne, nommée Mina. Tout comme Jessica, Mina était la fille d'une famille d'entrepreneurs extrêmement fortunés de Jakarta. Le père de Mina, Eddie, était un homme d'affaires prospère. Mina avait des jumeaux nommés Sandy Salim et son petit ami de longue date, Eri, étudiait également en Australie mais à Melbourne, tandis que Mina était à Sydney. Mina et Jessica devinrent rapidement les meilleures amies du monde. Elles appartenaient toutes deux à l'élite, partageaient une passion pour le design et étaient des jeunes femmes indépendantes, modernes et dotées de fortes personnalités. Malgré ces nombreuses similitudes, Jessica et Mina présentaient également de nets contrastes. Si Jessica était exubérante et volubile, Mina, elle, se montrait plutôt timide et modeste. Tandis que Jessica aimait se mettre en avant et être le centre de toutes les attentions, Mina préférait la simplicité et une vie plus discrète. Contrairement à Jessica, la famille de Mina était très chaleureuse et unie. En somme, Mina était l'archétype de la jeune fille de bonne famille, toujours entourée d'amour et de bienveillance. Les années universitaires sont sans doute parmi les plus mémorables pour chacun, et ce fut le cas pour Mina et Jessica. Elle passait souvent du temps avec 2 autres camarades de classe, Oni et Vera, toutes deux également des étudiantes étrangères issues de familles aisées de Jakarta. Le temps passa à une vitesse folle, et le jour de la remise des diplômes arriva enfin. Après l'obtention de leur diplôme, Mina retourna à Jakarta avec son petit ami, tandis que Jessica choisit de rester en Australie avec sa famille. En juin 2015, Mina se rendit à Sydney pour les vacances. Elle retrouva ses amis de l'université et prit le temps de visiter cette magnifique ville portuaire. Mina recontacta Jessica et elles convinrent de dîner ensemble. 4 années s'étaient écoulées depuis leur diplôme et chacune avait suivi un chemin différent, menant une vie bien distincte.
Alors que Mina menait une existence épanouie et heureuse avec son petit ami, il venait de se fiancer et préparait un mariage de rêve, la vie de Jessica, elle, n'était pas aussi clémente. Jessica travaillait chez News. Elle avait un petit ami de longue date, Patrick, mais leurs disputes étaient fréquentes. Jessica affirmait que Patrick consommait des substances illicites et présentait des tendances violentes. Jessica semblait faire face à de nombreux problèmes psychologiques et devenait de plus en plus dépressive et négative. Elle n'était plus la Jessica joyeuse et pétillante d'autrefois. Mina s'inquiétait sincèrement pour son amie. Droite et franche de nature, Mina conseilla à Jessica de rompre définitivement avec Patrick. D'après les récits de Jessica, Patrick n'était clairement pas un homme fréquentable et exerçait une mauvaise influence sur elle. Pourtant, Mina était loin d'imaginer la réaction de Jessica par la suite. Elle resta silencieuse, ne répondant à rien. Quand Mina eut fini de parler, Jessica se leva brusquement de table, abandonnant Mina seule au restaurant sans un mot d'adieu. Mina fut profondément troublée. Ce jour-là, Mina apprit une leçon précieuse. Ne conseillez jamais à quelqu'un de se marier ni de divorcer. Mina sentit que son amitié avec Jessica, déjà fragile depuis la fin de leurs études, se fissurait désormais de façon irrémédiable. Elle confia à Eri qu'elle ne reverrait Jessica qu'en présence d'autres amis, ne se sentant pas à l'aise de la rencontrer seule. Eri lui conseilla de ne pas trop s'en faire. Jessica vivait à Sydney, elle à Jakarta, et elle n'avait de toute façon plus beaucoup d'amis en commun. En novembre 2015, 5 mois après cette rencontre gênante avec Jessica à Sydney, Mina célébra son mariage avec Eri à Bali. Le couple eut une cérémonie digne d'un conte de fées. Ils invitèrent tous leurs amis, à l'exception de Jessica. Mina était belle, intelligente, riche. Elle avait un partenaire merveilleux et était aimée de tous. La vie de Mina semblait désormais un chemin parsemé de roses. Pendant ce temps, dans un pays lointain, la vie de Jessica sombrait inexorablement. En août 2015, à 2 heures du matin, en état d'ébriété, Jessica avait percuté une maison de retraite. Son Audi A3 avait traversé un mur de briques juste à côté des chambres des résidents. Heureusement, personne ne fut blessé et Jessica fut transportée à l'hôpital pour y être soignée. L'accident avait réveillé tout le monde dans l'établissement, plongeant l'endroit dans un chaos indescriptible. Jessica ne fut que légèrement blessée, mais la pauvre Dee était gravement endommagée. En réalité, ce n'était pas la première fois cette année-là que Jessica montait dans une ambulance. Rien qu'en 2015, elle avait été hospitalisée 5 fois parce qu'elle avait des idées noires. Tous les quelques mois, la police et les secours devaient se rendre chez elle, mais chaque fois, son petit ami intervenait à temps. En novembre, Patrick n'en pouvait plus. Il se rendit à la police pour demander une ordonnance d'éloignement contre Jessica. Cette dernière avait harcelé Patrick avec des milliers de messages et d'appels téléphoniques, menaçant de les tuer tous les deux s'il la quittait. Jessica avait également contacté et harcelé sans relâche les amis et la famille de Patrick, ce qui épuisait profondément ce dernier et le faisait craindre pour sa propre vie et celle de ses proches. Pendant ce temps, Jessica s'enfonçait de plus en plus dans l'alcool et adoptait des comportements irresponsables au travail. Cela lui coûta son emploi. Inutile de dire à quel point Jessica était furieuse. Elle avait perdu son petit ami, son travail, et elle sentait qu'elle perdait pied. Jessica envoya des messages menaçants de mort à sa directrice et à la mère de celle-ci. Elle avertit la directrice qu'elle savait exactement le meilleur moyen de tuer quelqu'un. Il n'y avait plus rien pour Jessica à Sydney, elle décida donc de retourner à Jakarta. Tout le monde crut que Jessica voulait revenir dans sa ville natale pour prendre un nouveau départ, mais sa décision était en réalité motivée par des desseins bien plus sombres. Début décembre 2015, Jessica créa un groupe de discussion WhatsApp avec Oni et Mina. Oni vivait elle aussi à Jakarta. Mina était toujours fâchée. Et, n'ayant plus parlé à Jessica depuis leur dernière rencontre, elle ne répondit pas immédiatement au message. Mais face aux supplications de Jessica et avec la présence de Oni, Mina accepta à contre-cœur de les rencontrer. Jessica, enthousiaste, envoya un message dans le groupe promettant de payer les boissons et de s'occuper de la réservation. Elle demanda ce que chacune souhaitait boire. Mina répondit qu'elle aimait beaucoup le café glacé au lait vietnamien, mais qu'elle commanderait elle-même en arrivant.
Elle se donnait rendez-vous le mercredi 6 janvier 2016 à 17h dans un café chic nommé Olivier Café, situé au centre commercial Grand Indonesia. Le jour du rendez-vous, Jessica confirma, toujours avec enthousiasme, dans le groupe de discussion qu'elle prendrait en charge les boissons et la réservation. Bien qu'elle se soit donné rendez-vous à 17h, les enregistrements des caméras de surveillance du café montraient que Jessica était arrivée sur place dès 15h30, soit 90 minutes avant l'heure prévue. Elle erra un moment, observant attentivement les lieux. En réalité, Jessica repérait l'emplacement des caméras de surveillance du café. Finalement, Jessica choisit la table numéro 54. C'était une table discrète, nichée dans un coin, juste contre le mur. Le café disposait de 2 caméras de surveillance, l'une était placée sur un mur, dissimulée derrière des plantes. Étant donné que la table choisie par Jessica se trouvait juste contre le mur, une grande partie de cette table était dans l'angle mort de la première caméra. La seconde caméra, située sur le mur d'en face, pouvait filmer la table, mais dès que le serveur s'éloigne, Jessica se déplace pour s'asseoir au centre du canapé semi-circulaire. Bien que les images de la caméra soient floues, elles révèlent distinctement les mouvements de ses mains. Si un café ordinaire avait été devant elle, on aurait pu penser qu'elle ajoutait du sucre. Mais Jessica ne buvait pas de café. La boisson qu'elle avait commandée était un café vietnamien glacé au lait condensé où le café filtre goûte lentement dans un verre rempli de lait et de glace. Il n'y avait absolument aucune raison de retirer le filtre du verre avant de boire. Pourtant, les mouvements de Jessica indiquaient clairement qu'elle avait manipulé le filtre. Une fois son étrange tâche accomplie, elle dissimula un objet derrière le canapé avant de reprendre sa place initiale, sur le côté. Le verre de café restait, immobile, au centre de la table. Mina et Honey arrivent au café à 17h15, 15 minutes après l'heure convenue. À ce moment-là, la boisson se trouvait sur la table depuis plus de 45 minutes. En les voyant, Jessica se lève pour les saluer. Le langage corporel de Mina trahit une certaine gêne, un malaise palpable face à Jessica. Mina s'assied entre Jessica et Honey. Jessica s'empresse de désigner le verre de café, incitant Mina à le goûter. Innocemment, Mina s'exécute. Mais à peine a-t-elle pris une gorgée qu'elle perçoit immédiatement que quelque chose ne va pas. Mina porte sa main à sa bouche et confie à Honey que le café est un goût horrible. Le verre reste presque plein, mais cette infime gorgée a suffi à sceller le destin de Mina. Moins d'une minute plus tard, la tête de Mina bascule en arrière, un dernier mouvement, puis plus rien. Mina commence à vomir, de l'écume aux lèvres et est prise de convulsions. Elle s'effondre. Tout se déroule en quelques minutes, plongeant le lieu dans un chaos total. Les serveurs et la gérante se précipitent pour lui porter assistance. Honey tente désespérément de la secouer, de la réveiller, mais Mina est déjà inconsciente. La gérante ordonne à ses employés d'appeler une ambulance et d'apporter une bouteille d'oxygène. Les clients, saisis d'horreur, se retournent, tandis que Honey éclate en sanglots. Seule Jessica reste étrangement calme, dépourvue de toute émotion. La gérante du restaurant témoignera plus tard à la police qu'en s'approchant, sa première pensée fut que la jeune femme souffrait d'épilepsie et faisait une crise. Cependant, Jessica l'a regardée droit dans les yeux et a hurlé « Qu'avez-vous mis dans ce café ?» La gérante s'est sentie profondément perturbée et ne comprenait pas pourquoi cette jeune femme les accusait d'avoir mis quelque chose dans la boisson. Son instinct la poussa à la méfiance et elle demanda immédiatement à son personnel de sceller le verre de café comme preuve. Si Jessica n'avait pas prononcé cette phrase, la preuve la plus accablante de l'affaire aurait probablement été jetée. Honey appelle Effrey, lui expliquant que Mina est prise de convulsions et qu'elle écume de la bouche. Inutile de dire la panique qui s'est emparée d'Effrey en apprenant la nouvelle. Il se précipite à l'hôpital, mais à son arrivée, Mina est déjà décédée. Les médecins avaient fait tout leur possible, mais il était trop tard. Effrey ne pouvait pas accepter cette cruelle réalité. Il venait tout juste de se marier 2 mois auparavant. Il l'avait embrassée en lui disant au revoir ce matin-là, et ils avaient tant de projets pour leur avenir. Quelques heures auparavant, il avait tout. Maintenant, il n'avait plus rien. Mina Salim est décédée le mercredi 6 janvier 2016, à 18h30. Sa famille et ses amis étaient sous le choc, totalement abasourdis.
Il ne parvenait pas à comprendre comment une jeune femme en pleine santé, à la fleur de l'âge comme Mina, pouvait mourir si soudainement. 2 mois seulement après avoir assisté à son mariage de rêve, formulé des vœux de bonheur éternel pour le couple, ces mêmes personnes se retrouvaient désormais rassemblées autour d'un cercueil, exprimant leur chagrin non seulement pour le décès inattendu d'une jeune femme si belle, mais aussi pour les sombres mystères entourant sa mort. Certains commencèrent à soupçonner Jessica. Lors des funérailles, son comportement était pour le moins étrange. Elle semblait mal à l'aise et ne versa pas une seule larme. C'est précisément cette attitude déconcertante qui alimenta les doutes. Pourquoi avait-elle tant insisté pour que Mina boive ce café? Pourquoi l'avait-elle commandé 45 minutes avant leur arrivée? Pourquoi avait-elle choisi une table située dans l'angle mort de la première caméra, tandis que la seconde était parfaitement obstruée par 3 sacs de courses en papier? Malheureusement, tout s'était déroulé si vite et si brusquement que personne n'avait eu l'idée de fouiller Jessica ce jour-là. Sur les images de la caméra, tandis que tout le monde paniquait et tentait désespérément d'aider Mina, Jessica se tenait nonchalante en arrière-plan, observant les alentours et se grattant la cuisse. Les toxicologues suggèrent que les démangeaisons de Jessica aux mains provenaient d'un contact direct avec le cyanure. Cependant, lorsqu'ils lui demandèrent de remettre le pantalon qu'elle portait ce jour-là pour examen, Jessica affirma l'avoir jeté, prétextant que Mina avait vomi dessus. En réalité, Jessica ne s'était jamais approchée de Mina après l'empoisonnement. Elle était restée à l'arrière, sans la moindre émotion, et n'avait rien fait pour l'aider. Cependant, il est difficile de croire qu'une amie, une jeune femme instruite issue de la haute société comme Jessica, puisse nuire à sa propre amie. Le gérant a remis la tasse de café de Mina aux enquêteurs. 3 jours plus tard, les résultats des analyses ont été rendus publics. La police a confirmé que la tasse de café contenait une dose mortelle de cyanure. L'Indonésie est un pays majoritairement musulman et l'autopsie est contraire à leurs croyances religieuses. Dans les affaires criminelles, la police doit obtenir le consentement de la famille de la victime avant de pouvoir procéder à une autopsie. Au début, la famille de Mina ne voulait pas donner son accord, craignant que le corps de Mina ne soit profané. Mais les enquêteurs ont tenté de convaincre la famille en promettant de procéder avec la plus grande délicatesse. Finalement, la famille de Mina a accepté que la police prélève quelques échantillons, mais elle n'a pas autorisé une autopsie complète. Le samedi soir, 9 janvier, 3 jours après le décès de Mina, la procédure d'examen post-mortem a été effectuée et les conclusions ont été rendues le lendemain matin. Les résultats ont révélé des saignements dans l'estomac de Mina et une petite quantité de cyanure. Cependant, les tests toxicologiques n'ont montré aucune présence de cyanure dans les autres parties de son corps. Grâce à la décision judicieuse de la gérante de faire sceller la tasse de café par son personnel, la police disposait désormais d'une preuve solide. L'arme du crime était cette tasse de café empoisonnée au cyanure. La question était: comment Jessica s'était-elle procuré le cyanure? Il n'est pas facile d'acheter du cyanure légalement, mais beaucoup pensaient que Jessica était rusée. Elle l'avait peut-être acheté au marché noir. Malgré tout, la police n'a pu trouver aucune preuve que Jessica ait jamais acheté du cyanure. L'affaire a secoué toute l'Indonésie, captivant l'attention du public et des médias. Le pays entier suivait l'affaire au quotidien, la commentant avec passion comme un véritable blockbuster hollywoodien. Dès lors, de nombreuses rumeurs infondées ont commencé à circuler. Après que la vidéo de surveillance soit devenue virale sur les réseaux sociaux, la plupart des gens ont pointé Jessica du doigt. Mais la question restait: pourquoi? Quel était son mobile? Certains pensaient que Jessica éprouvait des sentiments non réciproques pour Mina et qu'après avoir appris le mariage de Mina avec Eri, elle avait décidé de se venger. Un autre groupe de personnes murmurait que Jessica était peut-être en colère de ne pas avoir été invitée au mariage et qu'en voyant Mina devenant si proche de Honey et Vera, elle avait agi par jalousie et rage. Eri, le mari de Mina, supposait que Jessica était peut-être furieuse parce que Mina lui avait conseillé de rompre avec son petit ami. Pendant ce temps, Sandy, la sœur de Mina, était convaincue que Jessica avait fait du mal à Mina par pure jalousie. Elle était jalouse que Mina possède tout ce qu'elle n'avait pas. Au-delà de l'argent, Mina la surpassait en tout.
Un mari aimant, une famille heureuse, des amis proches à Jakarta. Cependant, tout cela n'était que pure spéculation. Le véritable motif de Jessica, seule elle pouvait le connaître. La police indonésienne a contacté la police australienne pour accéder au dossier de Jessica durant son séjour en Australie. La loi australienne étant opposée à la peine de mort, la police australienne a accepté de transmettre le dossier à la condition que Jessica ne soit pas condamnée à la peine capitale si elle était reconnue coupable. La police indonésienne a accepté cette condition. Le casier judiciaire de Jessica en Australie n'était pas reluisant. Elle figurait dans 13 rapports de police pour des infractions telles que des menaces de mort, la conduite en état d'ivresse et une ordonnance restrictive demandée par un ex-petit ami. Le 15 juin 2016, 6 mois après la mort de Mina, le procès du siècle s'est ouvert au tribunal central de Jakarta. Jessica ne montrait aucun remords, aucune tristesse. En réalité, c'était tout l'inverse. En ne voyant que les enregistrements vidéo, on aurait pu croire que cette jeune femme venait de gagner le gros lot plutôt que d'être arrêtée pour meurtre. Jessica était radieuse. Elle affichait un large sourire tout au long de la séance et saluait la presse avec fierté. Clairement, Jessica aimait être au centre de l'attention. Tout au long du procès, elle a répondu avec calme, adressant même des sourires au juge. Jessica semblait très confiante quant à son acquittement. Sa riche famille avait engagé plus de 15 des meilleurs avocats d'Indonésie pour défendre leur fille. L'équipe de la défense a argué que le cyanure n'avait pas été retrouvé dans le foie, les poumons et l'urine de Mina. Seule une petite quantité de cyanure avait été détectée dans l'estomac de Mina, potentiellement produite naturellement par le corps après le décès. Ils ont également soutenu que la cause exacte du décès ne pouvait être déterminée qu'au moyen d'une autopsie complète. Or, les experts n'avaient prélevé que des tissus et des fluides pour les analyser, sans procéder à une dissection complète du corps. L'équipe d'avocats de Jessica a suggéré que la mort de Mina aurait pu être causée par une condition médicale non diagnostiquée. La police n'avait jamais pu prouver que Jessica avait été en possession de cyanure. Le 5 octobre 2016, la salle d'audience était bondée, chaque siège occupé, et tout le pays retenait son souffle dans l'attente du verdict final. Jessica a été déclarée coupable et condamnée à 20 ans de prison. À l'instant où la sentence a été prononcée, des applaudissements et des soupirs de soulagement ont éclaté dans la salle. Grâce à un accord avec la police australienne, Jessica a échappé à la peine de mort par exécution. Pour les habitants ordinaires d'Indonésie, en observant des personnes issues des cercles les plus fortunés de la société comme Jessica et Mina, une vérité est apparue clairement. Même les riches ne sont pas nécessairement heureux et portent leur propre fardeau. Après cette affaire, un détail inattendu a marqué la vie quotidienne. Le café glacé vietnamien a gagné une popularité soudaine, devenant l'une des boissons les plus prisées et les plus vendues dans les cafés de toute la ville. Et voilà, l'histoire que nous avons partagée touche à sa fin. Si vous avez trouvé ce récit intéressant et instructif, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à notre chaîne Contes du Sommeil et de la partager autour de vous. Et surtout, laissez vos réflexions dans les commentaires. Qu'en pensez-vous, vous, de cette affaire hors du commun?